Si le candidat sortant Obiang Bazogo est le grand favori de cette présidentielle du 20 novembre prochain ici en Guinée équatoriale, soutenu par l'énorme machine du Parti démocratique de Guinée équatoriale, Andrés Essono Ondo Okogo veut y croire, lui qui est le candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, en abrégé CPDS, et qui dit se battre pour une véritable justice sociale en Guinée équatoriale, pour que toutes les richesses de la Guinée équatoriale appartiennent à tous les fils et filles de la Guinée équatoriale. Il est notre invité dans le cadre de l'entretien exclusif au cœur de cette présidentielle. Merci de nous faire l'honneur de cette invitation. Buenas tardes. Vous annoncez avoir pris votre décision au terme d'un long débat à l'intérieur de votre parti où vous avez consulté les différentes instances, où vous avez consulté également le comité exécutif. Peut-on savoir sur quoi portaient ces discussions au sein de votre formation politique et qu'est-ce qui vous a finalement poussé à prendre votre décision d'être candidat? Bueno, sí, tuvimos un largo e intenso debate. Nous avons eu un long et intense débat au sein du parti CPDS. Le CPDS est un parti démocratique où l'on débat sans rien imposer. C'est un parti où il y a la liberté d'opinion, un parti où il y a la liberté d'expression et toutes les décisions sont prises par consensus. Le débat était dû au fait que les Guinéens ne se sentent pas vraiment à l'aise dans la rue. Ils sont fatigués d'aller aux élections pour les mêmes résultats. Le débat qui a eu lieu au sein du CPDS est celui des rues de Guinée équatoriale. Les Guinéens estiment que les élections ne sont d'aucune utilité car le parti au pouvoir, le PDGE et son président ont toujours gagné par plus de 90% des voix. Ce qui est inhabituel dans un pays qui se dit démocratique. Les citoyens croient qu'après plus de 30 ans de vote sans changement, ça ne vaut plus la peine de continuer. C'est ce que pensaient certains membres du parti. Heureusement, nous avons débattu et tout le monde est convaincu que la meilleure chose est d'aller aux élections, de participer aux élections à un moment crucial de l'histoire de ce pays. Le pays traverse une période de crise économique et elle est due en premier lieu à la mauvaise gestion des ressources en hydrocarbures. Il y a eu beaucoup de corruption. Le président lui-même le dénonce publiquement. Mais ce qui est drôle, c'est que nous n'avons jamais vu un ministre au tribunal accusé de corruption. Cette corruption nous a appauvris et il faut dire que les prix du pétrole ont chuté, ce qui a entraîné des pertes d'emplois et des milliers de citoyens guinéens se retrouvent au chômage. Si des milliers de citoyens se retrouvent sans emploi, ce sont des milliers de citoyens qui se retrouvent sans ressources. À cause de cette crise, il y a des familles qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Il y a des familles qui ne peuvent pas payer l'école à leurs enfants dans ce petit pays pourtant troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, un pays qui a eu le revenu par habitant le plus élevé du continent, devrait être fort pour résister à tout type de crise, mais nous ne l'avons pas été parce que les ressources ont été utilisées de manière abusive et irresponsable. En plus de cette crise, il y a la pandémie de Covid-19 qui a causé des pertes en vies humaines. La crise a paralysé l'activité économique et a rendu plus pauvres la plupart des citoyens. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a transformé cette crise en affaire. Pour déterminer les personnes, nous ne les avons pas vues dans les hôtels au moment de la pandémie. Lors des quarantaines, ceux qui sont venus de l'étranger étaient installés dans les hôtels où ils devaient loger et certains des hôtels, des militants du PDGE ou des membres du régime qui ont bénéficié de la crise. Et ils continuent de demander le PCR dans le pays. Il y a eu un arrêté ministériel qui stipulait que le test PCR coûterait 5 000 francs CFA. Mais combien cela coûte-t-il maintenant? 8 000 francs CFA. C'est la clinique Guadalupe de la Première Dame qui est la première même à faire le PCR à 8 000 francs CFA. Cela punit la population. Ça a créé une vague de mécontentement dans le pays et le parti pense que les citoyens doivent participer à une élection comme celle-ci. Nous ne pouvons pas permettre au PDGE d'aller et venir seul avec ses fausses promesses qui ne sont jamais tenues alors que la population souffre. Nous pensons que les Guinéens ont besoin d'entendre un message différent de celui du PDGE. Et ce message différent de changement, d'espoir, est porté par le CPDS.
C'est pourquoi nous participons à ces élections pour faire comprendre aux Guinéens que rester chez soi ne résout pas le problème. Parce que rester à la maison est un moyen de laisser M. Obiang et son parti, le PDGE, continuer à faire du pays ce qu'il veut. Seuls les citoyens eux-mêmes doivent se mobiliser pour voter contre le PDGE et en faveur du CPDS, car le changement viendra d'eux. Les citoyens doivent être les principaux acteurs de leur destin, du changement dont ils ont besoin pour le pays. Los ciudadanos tienen que ser los actores principales de su destino, de su cambio, del cambio que necesitan para su país. Alors, vous affirmez vous battre pour que la Guinée équatoriale appartienne à toutes ses filles et à tous ses fils. Alors, voulez-vous nous dire qu'en ce moment, en Guinée équatoriale, il y a des fils et filles de la Guinée équatoriale qui sont exclus du partage de la richesse nationale? D'ailleurs, comment expliquer que le développement tous azimuts que l'on connaît en Guinée équatoriale soit équitablement reparti sur l'ensemble du territoire? No, bueno, respecto el enfoque de la pregunta, pero no lo comparto, ¿no? Yo no hablo de regiones. Je ne parle pas des régions. Pour moi, la Guinée équatoriale est une seule et pour tous. Je parle du fait que le développement n'a pas atteint son objectif. Quand je parle d'avoir beaucoup de ressources, la Guinée a été le pays avec le revenu par habitant le plus élevé du continent africain. On ne devrait pas trouver des familles qui ne peuvent pas se nourrir en Guinée équatoriale. Il est injuste qu'en Guinée équatoriale, dans la capitale Malabo, il y ait des femmes qui vont te chercher dans les décharges pour vendre à la casse. Il est injuste que dans ce pays, il y ait tant de jeunes qui n'ont ni formation ni possibilité d'avoir un emploi pour vivre décemment. Il est injuste que dans ce pays, il n'y ait pas d'école. Ce n'est pas juste qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. C'est injuste qu'en plein cœur de Malabo, les gens continuent de vivre dans des bidonvilles. Il est injuste qu'à Malabo, quand il pleut, il y ait des familles qui se retrouvent sans abri. La richesse de la Guinée équatoriale est accumulée par la famille présidentielle, les hommes les plus influents du gouvernement et les cadres du PDGE. Tout le monde sait que pour être quelqu'un dans ce pays, il faut être au gouvernement ou être membre du PDGE. Vous affirmez vous battre pour que les Équato-Guinéens puissent recouvrer leur liberté. Voulez-vous nous dire que ces populations qui sont appelées aux urnes pour des élections générales dans quelques jours ne sont pas libres? Si soy elegido como presidente de la República, ¿no? Je veux que la Guinée équatoriale soit à nouveau la Guinée équatoriale de tous les citoyens équato-guinéens avec des politiques sociales qui profitent à tous. Premièrement, l'éducation. En Guinée équatoriale, il n'y a pas d'école. Nous allons construire une école pour former les Guinéens parce que l'éducation est l'outil le plus important qu'un citoyen puisse avoir pour se développer en tant qu'être humain. Il y a aussi le secteur sanitaire, parce qu'un citoyen qui n'est pas en bonne santé ne peut pas étudier, ne peut pas travailler, ne peut pas vivre. Nous allons rendre la politique du logement beaucoup plus facile. De milliers et des milliers de maisons ont été construites ici, soi-disant logements sociaux. Je dis soi-disant parce qu'il y a des gens qui ont acquis 5, 6 ou plus de 10 maisons. Nous allons faire en sorte que tous les Guinéens aient un logement décent. Le pays possède beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a eu une crise pétrolière, mais on oublie qu'il y a aussi beaucoup de gaz. Et à cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'essence a augmenté. Nous allons promouvoir l'éducation, nous allons accorder des bourses, nous voulons créer des cantines scolaires dans tout le pays parce qu'il y a de l'argent pour ça. Nous voulons donner des bourses du secondaire au niveau universitaire. Nous avons fait un calcul et pour donner des bourses aux lycéens et aux étudiants universitaires de ce pays, le montant serait de 14 milliards de francs CFA. L'État guinéen dépense beaucoup pour payer les décorations à des personnalités publiques qui vivent déjà bien, qui ont beaucoup de ressources et en plus de cela, l'État guinéen dépense 2,5 milliards de francs CFA par an pour payer les décorations. Les bourses peuvent être versées à environ 4000 étudiants. Nous allons créer des emplois parce que le travail est la chose la plus importante de l'homme, parce que celui qui n'a pas de travail n'a pas de dignité. Donc, le résultat de cette mauvaise gestion, ce sont les jeunes qui se dirigent vers la délinquance. Et ils sont l'avenir de ce pays. Cependant, la mauvaise politique du gouvernement de ce pays
et du PDGE les a envoyés au crime et à la misère. Je pense que ces jeunes peuvent être réhabilités avec des programmes de formation professionnelle. Alors, vous pointez du doigt la région d'origine du président de la République et les ressortissants de cette région-là comme ceux qui aujourd'hui profitent littéralement de l'ensemble des richesses du pays. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de les stigmatiser pour vous qui êtes pour une inclusion sociale tous azimuts en Guinée équatoriale qui ne devra exclure personne? Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir les exclure que de les pointer sur la base de leur appartenance régionale ou ethnique? Bueno, es que no entiendo por qué usted... Je pointe du doigt les responsables de cette situation. Nous critiquons le président de la République parce qu'il est le principal responsable de la politique de la Guinée équatoriale, de tout ce qui se passe en Guinée équatoriale, du bon comme du mauvais. Je dis tout haut ce que plusieurs Guinéens disent à voix basse. Je sais ce qui se dit dans mon quartier. Je vois dans les taxis. Je vais dans les taxis. J'écoute ce que disent les chauffeurs de taxi. Je suis enseignant. J'écoute ce que disent les élèves. Il y a eu une répartition injuste de la richesse nationale. Il y a des données de la Banque mondiale, du PNUD, qui montrent que plus de la moitié des Guinéens vivent avec moins d'$1 par jour. Je vais vous parler d'un des cas spécifiques qui est le cas du CPDS. Le CPDS et son exécutif ont des ingénieurs, des avocats, des économistes, des sociologues et aucun d'entre eux ne travaille dans l'administration. Ils enseignent dans des écoles religieuses et dans des écoles espagnoles. J'ai travaillé pendant des mois comme fonctionnaire au ministère du Travail, mais quand on a su que j'étais un opposant, j'ai été licencié. J'ai enseigné dans une université espagnole basée ici en Guinée équatoriale. Nous avons un exécutif avec plus de 20 personnes diplômées de l'université, mais qui ne peuvent pas continuer, mais qui ne peuvent pas contribuer au développement de leur pays, car ils ne sont pas des militants du PDGE. Il y a beaucoup d'autres Guinéens qui terminent leurs études, y compris des formations qui ont la capacité d'apporter quelque chose de positif au pays. Ils n'ont pas de travail. Quand on empêche aux jeunes de participer au développement du pays pour des raisons politiques, c'est injuste. Nous voulons mettre fin à cette mauvaise politique. Et pour répondre aux questions de voir le pays de l'extérieur, ce sont des images de télévision. Quand vous voyez Sipopo Malabo 2 étant au Togo, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, vous pouvez croire que la Guinée équatoriale est un pays développé. Mais demandez aux citoyens de Malabo ou de Bata qui ne sont jamais allés à Sipopo, dites aux citoyens de Campo ou de Yaoundé qui n'ont rien à manger par jour, mais ils savent que l'argent qui devrait être utilisé pour construire les écoles et les maisons a été injecté dans les constructions de Sipopo. Quel bénéfice matériel Sipopo apporte-t-il aux citoyens guinéens? Vous me parlez de Corisco. Savez-vous qu'on a construit un immense aéroport à Corisco et qu'aucun avion n'y atterrit? Beaucoup d'argent a été investi là-bas et une usine de désalinisation de l'eau a été construite et qui ne fonctionne pas. Vous me parlez d'Oyala, une ville dans la jungle. Vous savez que beaucoup de maisons achevées sont dans les bois. Ce n'est pas du développement. On a beaucoup investi dans la construction d'infrastructures. Ces infrastructures n'ont pas permis de résoudre les problèmes de survie des Guinéens. Cet investissement avait deux objectifs de mon point de vue. Tout d'abord, de l'extérieur, on pense que la Guinée équatoriale est un pays développé et cet objectif a été atteint parce que beaucoup pensent de l'extérieur que la Guinée équatoriale s'est développée. L'autre objectif est qu'ils avaient un moyen de siphonner l'argent. Quelles sont les entreprises nationales qui ont construit cette œuvre? Les grandes entreprises qui venaient de l'étranger comme Arab Contractor, la Somagec, etc., ces grandes entreprises, lorsqu'elles arrivent en Guinée équatoriale, ne s'associent-elles pas à certains Guinéens? Ils construisent de grandes infrastructures et partagent cet argent avec ces Guinéens qui sont aussi ceux qui ont dirigé la construction de ces infrastructures. En d'autres termes, l'argent a été dépensé dans les infrastructures non pas pour résoudre le problème de la survie des citoyens, mais pour enrichir une petite élite politique guinéenne. Pourquoi construire un aéroport inutilisable à Corisco alors que dans la ville de Malabo, il y a des écoles qui reçoivent 3 équipes d'élèves par jour? Cela signifie que l'État n'a pas investi dans la construction d'écoles.
Dans l'enseignement secondaire, 82% des écoles secondaires de Guinée équatoriale sont privées. Beaucoup d'entre eux voient que l'État n'a rien à faire de l'éducation et sont obligés de construire des écoles. En parlant de développement, beaucoup de ces bâtiments sont inutiles. Ils ne peuvent pas servir de bien-être des citoyens. Ce ne sont pas les Guinéens qui ont baissé les bras. Le président lui-même dit que le cacao n'était plus vendu sur les marchés internationaux. Mais le même gouvernement s'est tellement concentré sur la production pétrolière que le pétrole contribue à environ 80 voire 82% du budget de l'État. Cela signifie que le gouvernement a encouragé la population à abandonner la production de café et de cacao. En fait, l'usine que nous avons ici a produit le meilleur cacao du monde. La Guinée équatoriale produisait 13% du cacao mondial, mais à cause de cette politique, nous ne produisons plus de cacao. La ferme cacaoyer de Malabo est devenue une ferme par les bâtiments. Je crois que la Guinée équatoriale est le seul pays au monde où la population n'a aucune activité pour survivre. Je me demande ce que compte faire concrètement le candidat du PDGE, sachant que la population rurale n'a même pas assez à manger. Pense-t-il que les habitants des villages de Guinée équatoriale puissent vivre s'ils ne produisent pas de cacao ou de café? Le même gouvernement a encouragé l'abandon de la production de café et de cacao. Si nous gagnons des élections, si nous arrivons au pouvoir, nous ferons en sorte que les habitants des zones rurales reprennent leurs activités. Nous allons promouvoir la production de cacao, de café et de toutes sortes d'aliments pour éviter l'exode rural. Parce que les ruraux n'ont pas assez d'outils pour s'adapter à la vie urbaine et trouver un emploi. Qu'est-ce qu'il y a? Des blocs de pauvreté se forment dans les villes. La mauvaise politique du gouvernement du PDGE a eu toutes ses conséquences. Alors permettez à présent que nous puissions aborder la politique étrangère. Alors vous avez longuement dit que vous êtes pour une Guinée équatoriale sociale, solidaire, inclusive. Maintenant, nous souhaitons savoir exactement comment est-ce que vous vous positionnez à l'international. Êtes-vous pour une Guinée équatoriale qui appartient aux Équato-Guinéens, comme l'a toujours défendu le candidat sortant, Obiangema Bazogo, ou alors êtes-vous pour une Guinée équatoriale libérale qui s'ouvre au monde et qui embrasse le monde? Je suis africain et en tant qu'Africain, je défends les valeurs de solidarité. Un bon Africain ne peut pas manger en sachant que son frère a faim. C'est ce qui se passe ici maintenant. Je suis progressiste, je suis socialiste et le socialisme est notoirement africain. Nous défendons la solidarité. Le CPDS en tant que parti et moi-même en tant que secrétaire général défendons la liberté du peuple parce que les Guinéens ne sont pas libres. La liberté signifie que vous pouvez choisir votre destin. Nous défendons l'égalité parce que tous les êtres humains naissent égaux. En tant que citoyens d'un pays comme la Guinée équatoriale, nous devons avoir les mêmes droits. Nous devons avoir des chances égales. Et cela commence par la formation de tous les enfants sans discrimination. L'égalité des chances signifie que les bourses sont accordées en fonction du mérite. Le PDGE refuse des bourses aux enfants dont les parents ne sont pas de leur parti. Nous défendons la valeur de l'honnêteté. Quand on nomme un ministre, il doit être honoré. Mais il doit être honnête. Il doit savoir qu'il doit administrer comme il veut. La Guinée équatoriale est au cœur de multiples enjeux géopolitiques et géostratégiques, producteur de gaz et de pétrole, des plus importants du continent africain, membre de l'organisation des producteurs de pétrole, à savoir l'OPEP. Alors, quel type de relation allez-vous entretenir avec le reste du monde si jamais les Équato-Guinéens vous accordaient leur voix au soir du 20 novembre prochain? Par exemple, dans la crise actuelle en Ukraine, l'actuel gouvernement s'est toujours positionné comme étant neutre, pour ne pas dire en soutien à la Russie, qu'il considère comme étant un partenaire stratégique. Alors vous, si vous étiez président de la République, qu'auriez-vous fait dans le cas spécifique? Vous serez-vous placé du côté de l'Ukraine, c'est-à-dire de l'Occident, ou alors du côté de la Russie et des autres pays qui revendiquent un monde multipolaire?
Hombre, la política internacional no empieza ni termina en la guerra en Ucrania. La politique internationale ne commence ni ne se termine avec la guerre en Ukraine. Nous parlons de la guerre entre une superpuissance militaire et un petit pays. C'est un peu comme une guerre entre le Nigeria et la Guinée équatoriale, par exemple. Il s'avère qu'un pays extrêmement puissant a attaqué un petit pays. Nous ne parlons pas d'une guerre sur le territoire russe, nous parlons d'une guerre qui se déroule dans un pays appelé Ukraine. Je suis faible et je serai toujours en faveur des plus faibles. Je me demandais ce qui se passerait si aujourd'hui un pays plus puissant et plus fort que la Guinée équatoriale nous envahissait et commençait à nous lancer des bombes simplement parce qu'il est plus fort que nous. Je crois que la raison de la force ne doit pas gouverner dans les relations internationales, mais la force de la raison. Parce que lorsque nous utilisons la raison, nous utilisons le dialogue et la négociation. J'appelle donc les partis en guerre en Ukraine à la négociation et au dialogue. Je pense que la Guinée équatoriale doit interagir avec tout le monde lorsqu'il s'agit de relations internationales, mais il y a des préférences. Actuellement, les relations de la Guinée équatoriale avec la Russie ne sont pas les mêmes qu'avec Haïti, par exemple. C'est pourquoi je pense que nous devrions avoir des préférences, et les préférences sont des pays qui respectent d'abord les droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Ces pays doivent être nos modèles, ils doivent être nos principaux alliés. Nous pensons qu'en Afrique, l'Union africaine ne devrait pas être l'union des gouvernements, mais celle des peuples et des citoyens africains. Nous, les Africains en général, et les Guinéens en particulier, avons une façon de copier ce qui se fait en Europe, mais nous copions mal quand cela nous arrange. L'Europe parle de l'Union européenne, nous aussi, nous parlons de l'Union africaine. L'Europe parle de la monnaie unique, nous aussi, nous recherchons une monnaie unique, etc. Je crois que l'Union africaine ne doit pas être un partenariat entre tous les Africains, mais entre les pays qui respectent les valeurs démocratiques qui régissent cette institution. Les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, les pays corrompus ne devraient pas être dans l'Union africaine. Sinon, ce serait finalement l'union des dictateurs ou l'union des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Nous pensons que nous devons nous renforcer pour que l'Afrique dispose d'une véritable Union africaine, à commencer par les unions sous-régionales. Vous ne pouvez pas parler de l'union quand un citoyen africain vit moins bien dans un pays africain qu'un citoyen étranger. Yo creo que no podemos discriminar a nadie, pero hay preferencias. La Guinée équatoriale est un pays qui a été au moins à 6 reprises attaqué depuis l'étranger. On se souvient du cas du mercenaire Simon Man qui avait été signalé au service de renseignement équato-guinéen par l'Angola et par le Zimbabwe, ce qui a permis de neutraliser les hordes de terroristes qui venaient en Guinée équatoriale. On se souvient encore du cas récent, en 2017, avec le Cameroun qui avait arrêté, stoppé net une incursion qui était menée depuis le Soudan, le Tchad et la République centrafricaine, et depuis Paris, parce que l'argent avait été envoyé depuis Paris. Alors, vous, quand vous pensez en une sorte de cohésion internationale, est-ce que vous tenez compte de ce que l'agression que nous vivons, que la Guinée équatoriale est au cœur d'enjeux géopolitiques et géostratégiques qui peuvent faire qu'il y ait des agents étrangers ou alors des acteurs étrangers qui rêvent de contrôler ces ressources naturelles? Si oui, comment vous positionnez-vous par rapport à cela? Tengo que empezar diciendo que uno de los principios y valores del partido CPDS es la no violencia. L'un des principes et valeurs de notre parti CPDS est la non-violence. Nous condamnons toute action visant à s'emparer du pouvoir par la force ou à se maintenir par la force. Oui, on nous a parlé d'une tentative d'invasion par des mercenaires en 2004 dirigée par Simon Man, qui a été jugé et condamné. Mais il est intéressant de noter que Simon Man lui-même a ensuite travaillé pour le gouvernement de la Guinée équatoriale. Alors, comment est-il possible qu'un mercenaire qui a mené une tentative d'invasion contre un pays comme la Guinée équatoriale collabore à nouveau avec ce gouvernement? On peut vous répondre aussi que Simon Man avait demandé la grâce du président Obiangema Bazogo. Il avait demandé pardon contre beaucoup de renseignements d'ailleurs qu'il avait livrés à la Guinée équatoriale, et depuis se comporte comme un ami plutôt de la Guinée équatoriale parce que, dit-il, depuis Malabo,
où il a été incarcéré pendant de nombreuses années, il a pu voir ce qu'on ne lui avait pas dit quand il avait été engagé. Alors, est-ce que définitivement un homme ne change pas de votre point de vue? Sí, Simon, sí, los hombres pueden cambiar. Oui, un homme peut changer, mais cette possibilité est repoussée par les Guinéens eux-mêmes. Il y a des Guinéens avec qui le régime ne veut pas dialoguer, à qui le régime ne veut pas pardonner. En fait, ils sont en prison. Je me demande, si vous ne pouvez pas pardonner aux Guinéens, comment pouvez-vous pardonner à un mercenaire britannique qui a organisé une agression qui aurait causé de nombreuses pertes en vies humaines en Guinée équatoriale? Est-ce que Simon Mann devrait être gracié par le gouvernement de la Guinée équatoriale? De toute façon, nous condamnons la violence. C'est l'un des principes du CPDS en tant que parti. C'est la lutte politique pacifique. Muchas pérdidas de vidas humanas en Guinée équatoriale. Les ressortissants étrangers qui sont en situation irrégulière en Guinée équatoriale sont priés de quitter le territoire, et ce, parce que les renseignements font état de ce que beaucoup d'agents étrangers se seraient infiltrés en Guinée équatoriale et attendraient le moment venu pour pouvoir agir, notamment sous des identités qui sont parfois discutables. Alors, comment voyez-vous l'opération policière en ce moment qui vise effectivement à veiller particulièrement à ce que ceux qui restent sur le territoire, ceux des étrangers qui restent sur le territoire guinéen soient des gens qui travaillent en Guinée équatoriale, qui ont une raison valable d'être en Guinée équatoriale, donc on estime qu'il s'agit d'une persécution. Vous, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas une persécution. Je suis choqué du fait que cela se produira lorsqu'il y aura des élections comme c'est le cas actuellement. Lorsque vous quittez votre pays pour un autre pays étranger, vous devez le faire légalement. Si vous voulez rester dans ce pays pour vivre, vous devez le faire avec des papiers. Vous devez avoir les documents nécessaires pour résider légalement dans ce pays. Sinon, vous vivrez dans une situation d'illégalité. Mais il arrive aussi que, d'après les informations dont je dispose, pour obtenir la résidence en Guinée, il faut beaucoup d'argent. La résidence coûte environ 300 000 francs CFA par an. C'est-à-dire que vous devez payer cela chaque année et souvent, ces papiers n'arrivent pas à temps. Mais avec cela, je ne justifie pas que certains étrangers soient illégaux en Guinée équatoriale. Ce que je dis, c'est qu'ils régularisent leur situation. Mais je demande aussi au gouvernement de voir la situation parce que tous les espaces sont fermés en ce moment, les boutiques, les garages, etc. Le gouvernement doit réfléchir avant de rapatrier les étrangers. Les dirigeants politiques ont fait comprendre aux Guinéens que la richesse est une chose facile, qu'en allant chanter dans le parti au pouvoir, se proclamer comme militant actif du PDGE était suffisant. Une chose doit également être prise en compte. Beaucoup d'entreprises que détiennent les étrangers ne peuvent pas être prises par les Guinéens. Je veux dire qu'un Guinéen avec une famille ne peut pas travailler en vendant dans une épicerie. Un Guinéen qui a des obligations ne peut pas gagner sa vie en reparant des roues de voiture pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est parce que le gouvernement n'a pas été en mesure de les préparer à avoir la formation nécessaire pour s'intégrer dans le développement. De origen, pues nos encontramos con que en Guinea no hay abacerías abiertas, no hay talleres para que uno pueda reparar una rueda de coche. Vous revenez à chaque fois sur les conditions de vie des Guinéens les plus démunis. On comprend que c'est vraiment le cœur de votre campagne. Mais savez-vous qu'aucun citoyen équato-guinéen n'a jamais traversé la Méditerranée pour aller en Europe ou chercher une meilleure vie ailleurs, ni le Sahara, de tous les rapports qui ont été publiés par les organisations internationales en la matière? Pour vous, est-ce que ce n'est pas un indicateur? Non, no es ningún indicador. Ce n'est pas un indicateur. Les Guinéens n'ont aucun problème à voyager en Espagne, car ils sont nombreux là-bas. Les Guinéens ne peuvent pas partir d'ici par le désert du Sahara simplement parce qu'ils voyagent en avion vers l'Espagne. Ce n'est pas parce qu'ils ne meurent pas en Méditerranée que les Guinéens passent un bon moment. Il est plus facile de voyager en Europe depuis la Guinée équatoriale que depuis tout autre pays africain. No se mueran en las pateras en el Mediterráneo no significa que los guineanos lo pasen bien. Parfaitement refus les contours de l'organisation de cette élection, d'où le débat d'ailleurs qui a eu lieu au sein de votre propre formation politique. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accepter le verdict des urnes qui sortira
au soir du 20 novembre prochain, pour ce qui est de la présidentielle? Nosotros, saben ustedes, Le système électoral de la Guinée équatoriale a une caractéristique, c'est une fraude électorale systématique. Dans une démocratie comme celle qui existe ici en Guinée équatoriale, un parti politique, même s'il est le parti au pouvoir, peut-il l'emporter avec 97% des voix? Soit ce n'est pas une démocratie, soit on est sur une autre planète, pas une démocratie d'êtres humains, parce que 97% de la population ne peut pas penser de la même manière. Nous demandons au régime, au Conseil électoral national, d'être impartial, que les élections soient libres, justes et transparentes. S'ils sont comme ça et que le candidat du PDGE l'emporte proprement, je serai le premier à le féliciter. Mais s'il gagne, comme il le fait à chaque fois, je ne le féliciterai pas et je ne reconnaîtrai pas sa victoire. Je demande donc que les élections soient libres, que les citoyens puissent voter librement, que les dirigeants militants du PDGE cessent de harceler jour et nuit. En ce moment même où nous parlons, ils sont dans tous les villages du pays faisant pression sur les gens, maison par maison. Qu'on laisse les citoyens voter librement. Je ne demande pas grand-chose, je demande juste la justice électorale. y el candidato del PDGE las gana limpiamente, seré yo el primero en felicitarle. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous étions donc en compagnie d'Andrés Essono Ondo Okogo, qui est le candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, en abrégé CPDS, à la présidentielle du 20 novembre prochain, ici en Guinée équatoriale.